Pour joindre l'émission On s'investit, composez à Montréal le 514-524-3708, à l'extérieur au 1-866-450-3000 ou encore par courriel à onsinvestit@tva.ca. Parler justement un peu de fiscalité par rapport à vos placements. Patrick Saint-Onge est fiscaliste avec nous, puis à chaque année, il vient nous voir avec M. Paul. C'est toujours un plaisir de vous accueillir, au moins une fois par année. Je pense que je vais vous réinviter aussi au mois de mars, quand ce sera le temps des déclarations de revenus. Puis on en fera peut-être même une petite émission spéciale. Je vous lance déjà l'invitation. Déjà accepté. On va revenir un peu. Il y a un procès qui a eu lieu, c'est l'année dernière, je pense. Hein? Ouais, c'était l'affaire ProChuck. Là. Alors, est-ce qu'on peut faire des affaires dans notre REER, faire des transactions pour être capable d'obtenir des gains, des pertes de capital? J'ai comme l'impression que le CCI, la Cour de l'impôt, des fois, un juge est parti aussi en même temps, à l'aide de, justement, le ministère du Revenu un peu et le ministère des Finances. Cette décision-là, l'affaire ProChuck, à laquelle vous référez, c'était la belle surprise de l'année 2014 pour les investisseurs. Donc, c'est quoi un peu l'affaire ProChuck? C'est un investisseur qui avait perdu beaucoup d'argent et puis pour faire la démonstration qu'il pouvait réclamer la perte, mais il devait utiliser ces transactions qu'il avait faites à l'intérieur de son REER pour dire qu'il avait été très agressif et que ces transactions-là avaient généré du revenu d'entreprise. Donc, évidemment, il demandait une perte. L'Agence du revenu s'oppose à ça. Donc, et puis, devant les tribunaux, l'Agence du revenu, ce qu'elle a dit, c'est que c'était impossible de générer du revenu, ou du moins, c'était pas possible de générer du revenu d'entreprise à travers un compte enregistré. C'est là tout l'intérêt de cette décision-là, parce que dans d'autres interprétations techniques, notamment en 2009 puis en 2010, il était venu dire que si jamais on faisait trop de transactions, donc du day trading ou du swing trading, mais qui était pour attaquer, du moins tenter d'imposer les revenus, donc faire payer un impôt au compte enregistré. Donc, pour venir contrer M. ProChuck, l'interdire de prendre sa perte. Donc, l'Agence du revenu est venue dire que c'était impossible de générer du revenu d'entreprise à travers ces comptes enregistrés-là. Donc, en se contredisant, ils ont créé une brèche. Et donc, pour les contribuables, ça devenait intéressant. Et l'automne dernier, on a posé une question à travers une association, l'Association des planificateurs financiers et fiscaux. Et dans ce symposium-là, ils sont venus dire qu'effectivement, à travers un compte REER et un compte FER, il était possible maintenant de générer, du moins, ils ne s'attaqueraient plus à ces transactions-là. La loi semble relativement claire. Elle est claire, du moins, la façon qu'il administrait, il était très agressif. Sauf qu'on a pu voir dans les derniers mois commencer à être agressif aussi dans les comptes CELI. On parlait des REER, mais là, il y a un cas dans l'Ouest, entre autres, où il a réussi, grâce à des transactions boursières, à quadrupler son montant en l'espace de 6 mois. Il était chanceux pas à peu près, là, mais quand même, il l'a fait, le monsieur. Oui. Et là, le Revenu Canada commence à le regarder de proche. Là. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est la façon que les exemptions sont écrites dans la loi. Donc, pour le REER, pour le FER, donc, il y a une exemption qui dit que toute transaction, puis ça, c'est un amendement des années 90, puis c'est pour ça qu'on se posait la question pourquoi que l'Agence du revenu était aussi agressive. C'est qu'ils sont venus dire que si vous générez du revenu d'entreprise à travers des actions ou des titres qui sont boursiers, ça ne devrait pas être imposé. Le CELI, il n'y a pas cette exemption-là. Donc, c'est là que l'Agence du revenu, puis ils sont venus réitérer ça dans le fameux symposium dont je parlais. Ils sont venus dire, OK, on accepte que le REER peut le faire, vous puissiez en faire, mais si vous faites ça à travers votre compte CELI, parce que l'exemption est écrite différemment, mais là, on va tenter de l'imposer. On sait que ça fait quand même plusieurs années qu'il y a un programme à l'Agence du revenu. C'était en Ontario. Avant, ils regardaient les CELI qui avaient plus que 100 000 À l'époque, on pouvait juste avoir 5 ou 6 000 dedans. Ouais. Mais là, il semble clair là, que dans l'Ouest, il y en a qui ont fait pas mal d'argent à travers le compte enregistré. Puis l'Agence commence à être pas mal plus agressive. Puis d'ailleurs, ils utilisent la fameuse interprétation technique là, qui se servait avant là, pour les REER pour attaquer les CELI. Là. Donc, alors, à ce moment-là, c'est quoi le nombre de transactions? Parce que, puis il n'y a pas rien que ça non plus là-dedans, le nombre de transactions. Il y a bien d'autres choses. La façon dont tu es connaissant ou compétent à faire des transactions, ce que tu as comme expérience, l'intention, etc. C'est large, là. Il y a des portes de sortie quand même pour le contribuable. Mais il y a beaucoup de portes d'entrée aussi pour Revenu Canada. Voilà. En même temps. Le critère là, de base, c'est l'intention. Donc, on en a parlé. On s'entend que dans tous les cas, vous êtes là pour faire de l'argent. Mais quand vous avez acheté l'action, donc un des grands critères, c'est est-ce que vous l'avez acheté pour le dividende qu'il pourrait générer ou vous l'avez acheté pour que, à la première occasion venue, vous disposez des titres. Nous, on commence à se poser des questions quand on regarde le portefeuille d'un contribuable. Là, quand on voit une centaine de transactions dans une année, pour faire beaucoup de déclarations de revenus, là,
les gens qui font plus que 100 transactions, c'est soit qu'ils ont un gros portefeuille, ils sont relativement riches, ou ils transigent beaucoup, ou il semble qu'il y a une intention là, qui pourrait être différente là en arrière. Donc, on va regarder 100 transactions, quelques 100 000 là, de produits de vente. Donc, on additionne toutes les fois que le contribuable en vend. Donc, c'est des critères là, qui pourraient être intéressants à regarder là, pour voir s'il n'y a pas d'autre chose que... Exactement. Bien, s'il faisait comme les gens chez Daytrader Canada, par exemple, qui fait ça le dit, day trading. On y est revenu entreprise. Là. C'est revenu d'entreprise, ça, c'est clair. C'est hors de question de faire ça. Là. C'est hors de tout doute là, que c'est du revenu d'entreprise. Dans le CELI, ça va amener un impôt. Puis dans le REER, est-ce que ça... Il n'y a aucun problème. Il n'y a plus de problème. Il n'y a plus de problème. Là, c'est la grosse nouvelle. Exact. C'est pour ça que c'était la belle surprise de 2014. C'est ce jugement-là qui fait foi de tout. Ouais. C'est ça, puis tout ce qui s'en est suivi par la suite. Parce que juste sur cette base-là, l'Agence du revenu disait qu'elle était pour continuer, là, si on veut, à attaquer les REER et les faire. Mais l'automne dernier, on est venu, à travers cette question-là, on les a forcés à se prononcer. Puis là, c'est clair qu'à travers faire REER, il n'y a plus de problème. Bon, le fameux formulaire T1135 ou le 706, là, les droits de la 706N aux États-Unis, là, qui est le droit de succession, ça, on en a déjà parlé. Mais revenons sur le T1135, sur les propriétés extérieures de plus de 100 000 Oui, ça, ce formulaire-là, c'est une folie. Là. Non, mais c'est rendu compliqué là, à remplir. Là. C'est très, très complexe. Puis la définition pour l'Agence du revenu d'un bien étranger, parce qu'on s'entend que ça, c'est un bilan des biens étrangers que vous détenez. Donc, l'Agence du revenu voulait savoir si vous déclarez tous vos revenus. Donc, quand c'est arrivé, quand ils ont mis ça en place dans les années 90. Sauf qu'un bien étranger pour l'Agence du revenu, ça peut être le titre d'Apple que vous détenez dans votre compte auprès d'un courtier inscrit au Canada. Donc, juste parce que la compagnie est incorporée à l'étranger, ça devient un bien étranger. Donc, il y a beaucoup de contribuables par le passé qui ont oublié de remplir ce formulaire-là, parce qu'aussitôt que vous avez plus que 100 000 en titre étranger, mais vous deviez remplir le formulaire, puis si vous ne l'avez pas fait, mais vous avez 2 500 de pénalité par année au minimum, là, parce que c'est une pénalité qui se calcule à 2 plafonds. Ouais. Donc, à un certain moment donné, c'était pas si mal, ce formulaire-là, parce que c'était des intervalles qu'on cochait. Vous détenez plus que 100 000 de titres ou 200 000 de titres. Donc, il devait y avoir quelqu'un, à un moment donné, qui n'avait rien à faire à l'Agence du revenu. Il s'est dit, on va refondre ce formulaire-là, on manque d'informations. Donc, au début, pour les déclarations de 2013, ils nous avaient sorti un formulaire où il faudrait indiquer titre par titre la valeur maximale, le coût maximal, le revenu généré. Les fiscalistes sont tenus debout puis ont dit il n'y en a pas question. Ouais. Exactement. Il n'y a pas question de faire ça. Mais ils ont ça a fallu furieux. Ils n'ont pas tout à fait reculé parce que pour la saison 2013, ils nous ont fait une méthode transitoire. Ouais. Mais là, pour les déclarations de 2014, ils n'ont pas été capables de reculer totalement. Donc, ils ont dit, on va prendre un entre les deux. Donc, on va prendre ce qu'on vous avait demandé de faire pour 2013, qui était de dire, mais OK, donnez-nous le nom de la banque, puis combien vous aviez dans le compte, puis on va se satisfaire de ça pour 2013. Pour 2014, là, ils ont dit, mais on va vous demander de faire la même chose, mais pays par pays. Donc, ça donne quoi de plus comme information? On ne le sait pas, là, mais là, on a une lourdeur, peut-être les gains par taux de change, etc. C'est peut-être ça qu'ils voulaient voir aussi, là, parce qu'une année, ta monnaie tombe en déconfiture, comme le yen, par exemple. Là, mais ils ont déjà toute l'information à travers les autres rapports. Donc, c'est complètement... mon sens, à moi, c'est inutile, là, mais on est prêt avec ça. Bon, le taux d'impôt pour les dividendes, il faut passer. Il y a eu des hausses là, qui ont été décrétées, particulièrement chez nous, là, au Québec. Hein? Oui, depuis 2012, novembre 2012. Après ça, on a le budget fédéral de 2013. Donc, fait en sorte que maintenant, on a, pour 2014, il y en a qui vont peut-être trouver que la facture d'impôt est un peu plus salée là, que par le passé. Donc, parce que là, on a une année de hausse pleine. Donc, on voit ici là, que ça varie entre 2 et 3,44 donc pour les gens qui gagnent plus de revenus. Donc, ici, on parle de dividendes qu'on qualifie d'ordinaire. Donc, quand les gens reçoivent leur feuillet, on a soit un dividende déterminé ou un dividende ordinaire. Donc, c'est un dividende qui pourrait être versé par une société publique, puis c'est surtout des dividendes qui sont versés par des sociétés privées. Mais quand même, là, c'est une hausse d'impôt qui est passée un peu inaperçue. Personne n'a trop chialé. Communauté d'affaires... L'augmentation n'était pas grosse non plus, là. Oui, ça paraît quand même. C'est un 3,44 là, un autre point là, un autre point là. Donc, quand on les additionne tous ensemble, ça fait qu'on en paie tout le temps plus. Oui, effectivement. Et pour ceux qui sont à la retraite, qui ont pris leur retraite jeune et qui n'ont pas atteint 65 ans, n'oubliez pas que le fractionnement de revenus au Québec n'existe plus pour vous. Il existe au fédéral, mais plus au Québec. Ouais. Ça, c'est une méchante hausse d'impôt. Il y en a plusieurs. Ça peut représenter jusqu'à 1 000 ça. Plusieurs milliers de dollars, tout à fait. Plusieurs milliers de dollars, parce que là, le fractionnement de revenus, ça, c'est à part des autres petits bonbons qui sont venus nous rajouter en plus. Merci beaucoup, M. Saint-Onge. C'est toujours plaisant de vous recevoir. Restez des nôtres. On va revenir dans un instant. Michel Nadeau va nous parler de Vladimir Poutine.